La démocratie, c'est justement la capacité de choisir une alternative. Et donc, si le peuple est complètement perturbé par cette réforme, je vous assure que dans 2 ans, maximum 4, eh bien, il y aura un autre gouvernement qui va pouvoir l'annuler. Et c'est ça, là, ce qui est magique en démocratie. Faites-leur passer le message d'un citoyen israélien de gauche. Allez jusqu'au bout de votre programme. Réduisez à néant ou à peu près le pouvoir de la Cour suprême en particulier, qui a été pendant des années l'argument majeur sur la scène internationale qui a séparé les soldats et les officiers de Tsahal de la Cour internationale de justice de La Haye. Nous sommes à la fin d'une semaine qui a à la fois été marquée par le dossier sécuritaire avec les attentats de Jérusalem et leurs répercussions, et, par la visite d'Anthony Blinken en Israël, et aussi à nouveau et encore et toujours par la polémique autour de la réforme de Yariv Levin. Et ce matin, nous voulions essayer de terminer cette semaine peut-être sur une note peut-être un petit peu plus optimiste, essayer de voir s'il y a une possibilité de dialogue. On sait qu'il y a eu des initiatives qui ont été lancées de part et d'autre, de la part du président de l'État, actuellement aussi, des propositions alternatives à la réforme judiciaire de Yariv Levin. Je voudrais que nous en parlions avec nos deux intervenants ce matin. Raphaël Amzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Vous êtes membre du Likoud, et puis Yosh Amishav. Yosh, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov, et Vous bonjour à êtes, toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. voilà, vous êtes ancien diplomate, et vous êtes aujourd'hui, on va dire, proche du mouvement Meretz de la gauche israélienne. Alors ensemble, voilà, ma première question est très claire. On connaît la teneur de cette réforme judiciaire. On sait qu'elle suscite une polémique, des critiques, des manifestations. Est-ce qu'il y a place pour un dialogue entre la gauche et la droite pour essayer de trouver un modus vivendi autour de cette réforme? Raphaël Amzalag. Ça dépend si vous posez la question à l'histoire ou à la conjoncture. Parce que si vous posez la question à l'histoire, bien des ministres de la justice venant du centre ou de la gauche israélienne ont mis le doigt sur la nécessité de réformer le système. On pense au professeur Daniel Friedman, mais aussi avant et après. Bon, Guidon Sa'ar, qui maintenant est plutôt dans le centre droit, avait aussi fait avancer des propositions. Le professeur Neheman. C'est-à-dire que on a, depuis la révolution du professeur Aaron Barak, ce qu'on appelle l'activisme judiciaire, on a eu des voix à gauche qui ont été systématiquement entendues, écoutées sur la nécessité de faire certaines réformes dans le système judiciaire israélien. D'ailleurs, c'est le propre de chaque régime, c'est le propre de chaque système d'être capable de s'autocritiquer, d'être capable d'accepter un contrôle, des Ouais. contre-pouvoirs, une réforme. Alors, le problème, c'est que dans la conjoncture actuelle, lorsque effectivement cette demande de réforme est portée par la droite israélienne, qui plus est lorsqu'il s'agit d'un gouvernement de droite et non pas de centre droit ou d'un gouvernement d'union nationale, c'est très compliqué. Et puis tout de suite, c'est dépeint comme un changement de régime. Alors si on va devenir une démocratie, qu'étions-nous avant? Et c'est dommage pour le débat, bien sûr. Alors, Yosh Amishav, est-il possible de dialoguer autour de cette réforme, d'essayer de trouver des points communs, un dénominateur commun entre les différentes composantes dans la société israélienne? L'ouverture d'un dialogue dépend de ceux qui ont lancé cette offensive massive, parce que quand on parle de réforme, il est évident que, comme toute création humaine, le système judiciaire israélien est perfectible, il doit être réformé, il doit être amélioré, il doit être corrigé. Je pense que personne ne discute de ça. Mais nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure-là. Nous sommes dans le cas de figure de personnes qui ont une idéologie. À leur crédit, on va dire, je le dis sincèrement, qu'ils jouent carte sur table. Il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas de litote, il n'y a pas d'euphémisme. On vous dit qu'il s'agit maintenant de faire en sorte que, par exemple, à la Cour suprême, ce soit les politiques qui nomment les juges, c'est-à-dire en fait euh, l'importation franche et massive du système américain, où là aussi
vous savez, pour chaque juge, s'il est républicain ou démocrate. Et le, la tonalité du discours qui va avec cette offensive, moi j'appelle pas ça une réforme, j'appelle ça un bouleversement total. C'est une tonalité extrêmement haineuse. Vous avez eu des députés de droite et religieux qui ont parlé de raser la Cour suprême au bulldozer. Hein, vous vous rappelez, le fameux D9. Vous avez eu un député orthodoxe qui a dit que son rêve était de faire sauter en l'air la Cour suprême. Oui, mais Donc, là, mais là, 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 Yosh, on ne parle pas de députés qui font des déclarations intempestives. On parle d'un ministre de la Justice qui a la capacité d'initier une réforme, d'une Knesset qui a une majorité. Pourquoi finalement, de la part de la gauche israélienne qui n'est pas au pouvoir, qui est dans l'opposition, on n'entend pas des sons de cloche plus modérés, autre chose que de dire c'est la fin de la démocratie, c'est une catastrophe, c'est un... pourquoi il n'y a pas des voix qui se font entendre en direction de l'actuel gouvernement reconnu, de l'État d'Israël, pour dire il y a des choses à changer, venons, asseyons-nous ensemble, essayons de les changer. Mais encore une fois, je pense qu'on n'est pas, on n'est pas à la section du protocole du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir si c'est la gauche qui doit prendre l'initiative. Je pense, moi personnellement, que quand M. Levin et M. Netanyahou, parce qu'il ne faut pas non plus oublier un instant que tout ça est évidemment la volonté expresse personnel de Benjamin Netanyahou qui a beaucoup de comptes à régler avec le système judiciaire israélien et qui est important pour lui que ce système soit neutralisé. Donc, à partir du moment où c'est vous, Daniel, qui prenez l'initiative de faire une révolution de ce genre, je pense que c'est à vous, en principe, de dire aussi à l'opposition discutons-en. Moi, il faut que vous sachiez que je suis ultra décidé, je reculerai pas, je renoncerai pas, mais je voudrais vous entendre quand même quelles sont vos objections, Alors, etc. Ça ne s'est pas fait. alors Raphaël, Et il y a d'excellentes raisons pour que ça ne se soit pas fait. Donc, encore une attends, fois, il ne s'agit pas d'une réforme, il s'agit de ce qu'on appelle en hébreu Shinui Sidrei Bereshit. C'est-à-dire, c'est très difficile à traduire en français. Aidez-moi, Daniel ou Raphaël. ouais, En un tout cas, bouleversement vous disiez tectonique. vous Oui. disiez qu'on allait importer le système américain. Ça me rassure parce que les États-Unis d'Amérique, c'est une des plus vieilles démocraties de la planète. Donc, ça veut dire qu'on va rester et demeurer une démocratie. Alors, bien sûr, c'est pas exact parce que le système américain, il implique une décision qui est uniquement politique. Et dans la nouvelle formule proposée par le ministre de la Justice, on garde une représentation des juges suprêmes, de 3 juges suprêmes dans le quorum qui va nommer les juges et aussi les juges à la Cour suprême. On va bien sûr annuler leur majorité qui est une majorité systématique et automatique. Alors vous disiez il faudrait pas, Absolument pas. il faudrait bien évidemment, il faudrait pas. Alors il y a quelque chose qui me fait quand Non, même sourire, c'est que vous dites il ne faudrait pas qu'on sache quelles sont les positions politiques des 30 ans en tout cas, on sait exactement quel va être le psaq-din, quel va être le jugement donné par la Cour suprême. Alors bien évidemment, je parle de la Cour suprême sur des sujets qui sont des sujets sociétals, sur des sujets qui sont des sujets éthiques, étant donné que la Cour suprême, eh bien, si on y mettait effectivement une urne de vote, je pense que le parti que vous représentez, qui n'est pas représenté à la Knesset cette fois-ci, je le déplore d'ailleurs, parce que c'est un parti idéologique, eh bien, aurait sûrement la majorité écrasante. Et ça, c'est bien le cœur du problème. Parce que le cœur du problème, c'est que la société israélienne dit quelque chose de simple. Elle dit que on va voter, plutôt tous les 2 ans que tous les 4 ans d'ailleurs, pour pouvoir fixer et statuer, et pour pouvoir permettre au peuple de statuer sur des notions et sur des sujets qui sont des sujets éthiques et sociétals. Et le problème, c'est que ces sujets éthiques et sociétals arrivent à cause de cet activisme juridique. Il faut pas oublier que cette réforme, c'est une réaction à des actions qui ont été prises et à des prérogatives que s'est octroyé la Cour suprême,
qui lui ont jamais été données et offertes. C'est-à-dire que lorsque, sur la base d'une loi qu'on définit comme constitution, on va annuler d'autres lois, alors que cette capacité-là ne paraissait pas du tout dans le texte de loi qui a été validé d'ailleurs par 31 députés. Donc vous voyez que s'il s'agissait réellement on comprend bien que s'il s'agissait réellement de la déclaration du gymnase du jeu de paume, ou il s'agissait réellement d'une constitution, il n'y aurait pas eu 31 députés pour ce vote. Eh bien, c'est cela, ce que vous disiez, le changement intergalactique, le changement des données de base. Le changement des données de base, c'est lorsque la Cour suprême se permet à 3 reprises d'annuler des textes de loi qui ont été votés et ratifiés par une grande majorité à la Knesset, par exemple sur la question des immigrants illégaux qui viennent d'Érythrée. À trois reprises, le texte a été revu, il a été validé et il a été annulé par 3 juges. Donc, l'électeur israélien, il se pose une question, il dit quelque chose de simple. Mais pourquoi vais-je aller voter? Si pour, au final, faire avancer des idées qui vont être rebutées complètement par 3 personnes qui sont là parce qu'elles ont été désignées par leurs propres amis. Et c'est ça, en fait, l'approche qui est abjecte. Et ce qui est encore plus abject, c'est le refus de débat. Parce que, par exemple, dans la réforme du ministre Levin, alors bien évidemment, on a qui va nommer la Cour suprême. Je peux vous le dire, Yoshua, c'est évident que si on avait une représentation, si on avait plus de Solberg et de Elon, par exemple, le feu Menachem Elon, Elon. qui était le papa de l'ancien ministre du Tourisme, etc. Si on en avait plus comme cela, je pense qu'il n'y aurait même pas de problème. Parce qu'effectivement, on aurait moins, j'allais dire, presque, j'ai pas envie d'utiliser le terme d'intégrisme parce qu'il est extrêmement péjoratif, mais on aurait moins d'activisme juridique. Et c'est pas ce qui se passe. Et donc, Yosh, le peuple veut réagir. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant avec ça. Raphaël, on ne se connaît pas, donc il faut que je vous explique quelque chose. Daniel, lui, me connaît. Euh, je suis un mauvais juif. Il faut que vous le sachiez. Je le confesse humblement devant vous et devant tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Pour le moment, je suis un mauvais juif. C'est-à-dire que au lieu d'être fidèle aux valeurs que promeuvent aujourd'hui des mouvements comme le sionisme religieux, par exemple, moi, quand j'ai un être humain devant moi, quel qu'il soit, je ne me demande pas s'il est juif ou pas, je vois un être humain avec ses droits, avec sa dignité. Et c'est cette option anti-juive, je dois l'accepter. Aujourd'hui, en tout cas tel que le judaïsme est pratiqué en Israël, c'est cette option anti-juive qui a amené la Cour suprême effectivement à prendre à plusieurs reprises des mesures et à intervenir devant des lois et des actions de certains ministères gouvernementaux qu'elle a considérées comme contraires à la dignité humaine. Par exemple, vous souleviez le problème des immigrants qui sont arrivés ici de manière illégale, infiltrés, ou je ne sais pas comment on va les définir exactement. Et effectivement, c'est un problème. Simplement, les mauvais juifs, c'est-à-dire la majorité, d'après vous, des juges de la Cour suprême, et moi-même, Amishav, le citoyen lambda de l'État d'Israël, les mauvais juifs pensent que même si ces gens sont arrivés en Israël de manière illégale, sans visa, sans papier et sans autorisation de séjour, ils restent des êtres humains. Ils restent des êtres humains qui ont des droits, qui ne sont pas venus ici faire du tourisme, ils sont venus ici parce que pour des situations dans leur pays d'origine. Les mauvais juifs pensent ils sont moins d'un demi% de la population de l'État d'Israël. Ils ne voient pas en eux une menace sur l'identité juive du pays parce que si ces malheureux 0,3% d'immigrés clandestins menacent l'identité Non, juive du pays, Raphaël, nous avons non mais un grand problème avec notre j'ai bien identité. compris votre Non, non, position. Oui, attendez, allez-y, attendez. terminez. Non, 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 Oui. et je vais vous parler d'un autre immigré clandestin. C'est mon père. Mon père, après la guerre, a été libéré dans un camp en Allemagne. Il avait un oncle à Bruxelles
qui avait fui la Pologne à la fin de la Première Guerre mondiale, qui s'était installé en Belgique, qui avait bien réussi, et donc qui était en mesure de l'accueillir. Et mon père et mon oncle, qui étaient les deux survivants de leur famille, sont montés dans un train en Allemagne après qu'ils ont repris des forces et qu'ils ont pu tenir debout et qu'ils ont pu penser à leur avenir. Oui. Ils sont montés dans un train, ils ont demandé l'autorisation à personne, ils ont rempli aucune feuille de visa, ils n'ont eu aucun cachet de l'administration belge et ils sont arrivés à Bruxelles comme immigrants clandestins. Ils sont allés donc chez son oncle et petit à petit ils se sont refaits. Et à un moment, mon père a compris qu'il fallait quand même qu'il ne pouvait pas vivre comme ça dans son pays hôte, et un processus juridique a été mis en marche. Et la Belgique l'a fait attendre quand même 15 ans pour obtenir la nationalité belge. Mais ça a été d'une correction et de dignité exemplaire. On a écouté ce qu'il avait à dire. On lui a prolongé son statut année après année. D'abord, je suis très bien évidemment perturbé de cette approche qui est une approche en fait manichéenne, c'est-à-dire que d'essayer de scinder systématiquement les choses en bien et mal, c'est une approche, une technique de débat qui est propre à la gauche israélienne, qui est extrêmement désagréable. On est parti déjà dans les bons effectivement, et les mauvais non, mais vous avez parlé pendant 5 minutes de bons juifs et mauvais juifs. C'est vous qui avez apporté cette donnée-là, et je vous dis qu'elle me met mal à l'aise comme contradicteur, étant donné que pour ma part, vous n'êtes pas un mauvais juif. Vous avez été diplomate, vous avez servi votre État, vous avez sûrement été une figure droite, éthique pour vos amis, sûrement pour vos enfants, peut-être pour vos petits-enfants. Je vous connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup de mal avec cette approche-là. Mais l'exemple que vous donnez, il est extrêmement représentatif. Parce que être un bon juif et dire que le bon juif est nécessairement un mauvais être humain ou l'inverse parce qu'il appartient au sionisme religieux, c'est n'importe quoi. Parce que ici, c'est un débat qui est un débat d'idées. Et le débat de cette réforme, c'est justement cela. C'est pas la question de savoir si le juge Hamid de la Cour suprême qui a décidé d'annuler la loi votée démocratiquement par les représentants de toutes les personnes qui avaient le droit de vote en Israël a fait quelque chose de juste vis-à-vis de son référentiel de valeur. Et j'insiste, son référentiel de valeur, parce que pour ma part, la vieille dame qui habite au sud de Tel Aviv et qui peut plus sortir dehors parce que depuis que ces Érythréens sont arrivés, eh bien, il y a une recrudescence des actes de vandalisme, il y a une recrudescence, il y a il y a plus de vols, il y a plus de meurtres, etc. Ce n'est pas la faute de la société qui les accueille. Moi, je refuse cela. Nous autres juifs, on a été, nous autres juifs, un instant. Nous autres juifs, on a été pauvres, délaissés, attaqués pendant des siècles et des siècles dans diverses diasporas. Ça n'a pas fait de nous des violeurs, des voleurs, des tueurs et des vandales. Ah, ils sont tous non, pas tous, mais les faits sont clairs. Il y a une recrudescence. Et donc, lorsque vous dites, je suis un mauvais juif parce que je veux trouver une façon digne de dire à cette personne de retourner dans son pays, vous faites fi de 2 points. D'abord, vous faites fi de la population locale qui souffre, et puisqu'ils ont souffert, ils se sont tournés vers leurs députés, et leurs députés ont voté, et ensuite vous dites que la valeur de la souffrance de cette personne-là vis-à-vis du juge de la Cour suprême a plus d'impact que la valeur peut-être de la souffrance du citoyen local. Et j'ajoute que le débat, il va au-delà de cela, parce que vous me parliez de votre père, donc bien évidemment, à une certaine époque, la Belgique a été digne, donc vous savez, l'Europe qui a été digne après la guerre, bah, pour moi, c'est tellement paradoxal que j'en souris. Bien évidemment que l'Europe qui a décimé ses juifs, elle peut se permettre d'être digne avec les juifs quelques années après la guerre. Moi, je vais pas leur sortir mon violon et je vais pas sortir mon accordéon. Ceci dit, il faut revenir aux fondamentaux. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Nous sommes un État juif et protéger le caractère de l'État juif, ça demande et ça requiert de gérer cette pression entre le caractère démocratique de l'État d'Israël et le caractère juif de l'État d'Israël. Le seul débat et le fond de notre débat ici, c'est de dire qui doit avoir la clé de ce débat. Ma position qui est démocratique, c'est que la clé de ce débat, c'est à la société israélienne, au travers de l'institution qui représente les différentes voix dans la société israélienne, à savoir la Knesset, le Parlement, puisqu'on est en démocratie parlementaire. C'est là que doivent
c'est là que doivent avoir lieu les grands débats sur qui est juif, doit-on reconnaître la conversion qui est la conversion non orthodoxe, doit-on renvoyer les Érythréens qui sont venus chercher du travail ici chez eux en les dédommageant, doit-on permettre lorsqu'on lutte contre le terrorisme palestinien d'expatrier des familles, d'expatrier le premier cercle, le deuxième, le troisième ou pas. Toutes ces questions-là, pour moi, ce sont des questions sociétales qui doivent être, en démocratie en tout cas, tranchées par le peuple. Et dans votre approche, étant donné qu'il y a le bien et le mal, le mauvais juif et le bel homme et le mauvais juif, qui est à mon avis une vision manichéenne extrêmement erronée de la réalité, parce que je pense que je suis un bon juif, mais je suis aussi un bon être humain, je refuse d'être dans la case que vous voulez me mettre, eh bien je pense que ce n'est pas l'apparat des juges, c'est l'apparat de la Knesset. Et c'est là le cœur du débat. Le cœur du débat est là. Et je vais vous dire, Raphaël, quand deux grands rabbins d'Israël, le Rav Ovadia Yosef et son fils, l'actuel grand rabbin d'Israël, Rav Rashi, Yitzhak Yosef, m'expliquent qu'en fait, un non-juif n'a pas le droit d'habiter en Eretz Israël. Mais pourquoi est-ce que quand même on va leur permettre à certains d'entre eux de rester? Parce que mi yeshamesh otanu ve mi ya'azor lanu. Qui est-ce qui va nous aider? Qui est-ce qui va faire le boulot? Qui est-ce qui va travailler? Moi, en tant que juif, mais qui suis-je par rapport au Rav Ovadia, qui était une sommité probablement irremplaçable de la halakha, et son fils, le grand rabbin d'Israël, éminemment respectable? Qui suis? Je veux dire, pour des gens comme moi, il faut comprendre, si c'est ça le judaïsme, ok? Si c'est ça, alors peut-être que je n'y ai pas ma place. Parce que quand j'entends des déclarations comme celle-là, que les non-juifs ont été créés seulement pour servir le peuple d'Israël, je vous cite littéralement, et qui est confirmé par l'actuel grand rabbin d'Israël, on les laisse vivre quand même ici, bien qu'ils n'aient pas le droit de vivre en Eretz Israël parce qu'il faut qu'ils travaillent pour nous. Tout mon être juif se révolte de A jusqu'à Z. Je trouve ça intolérable. Si c'est ça vraiment qu'on veut me vendre à moi, qu'on veut m'expliquer que pour être un bon juif dans la halakha, je dois suivre le psak et la réflexion de ces deux autorités halachiques que je viens d'évoquer, je dis non, je ne suis pas là. Ce que je dis, c'est que ces questions-là, ce sont des questions qui sont au cœur du débat social en Israël. Je ne suis pas un fervent de chasse, je ne vote pas pour les représentants politiques qui suivent. Un instant, mais encore une fois, je vous ai laissé développer. C'est-à-dire que pour ma part, la question de savoir quelle est la place des non-juifs en Israël, c'est une question qui est importante. Moi, je suis démocrate et moi, je suis libéral. Je pense que à partir du moment où ils respectent le droit israélien, on a un état de droit, bien évidemment, ils doivent avoir l'égalité qui est propre à tout être humain. Et peu importe d'où il vient, quelle est son histoire. Ceci dit, je crois aussi à l'histoire des peuples et à la famille des nations. Alors, ça veut dire que toute personne qui demande tout de suite la nationalité, eh bien la particularité de l'État juif, c'est qu'on la donne qu'aux juifs et on la donne pas à d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que je vais laisser et je manifesterai si on venait à blesser eh bien le statut des homosexuels, le statut, je sais pas, des gens qui sont pourchassés uniquement parce qu'ils sont nés d'une certaine ethnie, si on en venait à toucher aux droits du travailleur, si on en venait à toucher à la liberté d'expression. Et c'est pour cela que je suis très pour les manifestations qui ont lieu en ce moment, parce que c'est un droit qui est sacré en démocratie. Donc je me reconnais pas du tout dans votre discours sur ces deux positions de ces deux rabbins-là, et je me reconnais tout à fait pour vous avoir, vous, avec moi dans le débat de la société d'Israël. Alors justement, et je ne comprends pas pourquoi la conclusion subliminale de votre, j'allais dire, de votre développement, c'est de dire, bah, je m'identifie plus, donc en fait, j'en fais plus partie. Mais si vous en faites partie, c'est le jeu démocratique. Je voudrais terminer en posant une question à Raphaël. Raphaël, vous ne pensez pas que justement parce que c'est le Likoud qui est au pouvoir, parce que c'est Binyamin Netanyahou qui est au pouvoir, eh bien, face à la contestation, face à l'ampleur que cela prend, eh bien, Binyamin Netanyahou ne devrait peut-être pas faire un geste en direction de l'opposition en disant
je suis prêt à dialoguer, à écouter vos doléances, à voir s'il y a une possibilité de modifier certains éléments de cette réforme? Alors, moi, j'ai un avis très, très, très clair sur la question. Je pense que non, absolument pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la démocratie, c'est justement la capacité de choisir une alternative. Et donc, si le peuple est complètement perturbé par cette réforme, je vous assure que dans 2 ans, maximum 4, eh bien, il y aura un autre gouvernement qui va pouvoir l'annuler. Et c'est ça, là, ce qui est magique en démocratie. Mais le gouvernement qui a Mais été ça élu et favorise porté une par des forme voix qui ont d'instabilité. demandé cette réforme et qui ont exigé cette réforme, et j'étais au Likoud, j'ai fait campagne au Likoud, je vous dis, ça a été porté depuis les primaires jusqu'au dernier jour où on est parti aux urnes, on a demandé, exigé cette méchiloute, on a exigé cette réforme, donc on veut que cette réforme, elle soit mise en place, et ensuite, libre à n'importe quel, parce que vous savez que même une loi constitutionnelle en Israël, elle peut être réformée, elle peut être remise en question, etc. Il n'y a aucun problème. Donc la prochaine Knesset, qui sera peut-être dirigée cette fois-ci par des représentants plus proches des idées de Yehoshua, pourra faire machine arrière. Et c'est ça la beauté de la démocratie. Moi, je suis d'accord avec Raphaël. Je veux et je demande, Raphaël, vous avez beaucoup de contacts au Likoud, faites-leur passer le message d'un citoyen israélien de gauche. Messieurs, mesdames, allez jusqu'au bout de votre programme. Réduisez à néant ou à peu près le pouvoir de la Cour suprême en particulier, qui a été, et vous le savez, Raphaël, pendant des années, je vous le dis en tant qu'ancien diplomate, l'argument majeur sur la scène internationale d'Israël qui a le mur qui a séparé les soldats et les officiers de Tsahal de la Cour internationale de justice de La Haye. D'une certaine manière, on peut dire que même si vous n'êtes pas d'accord visiblement sur cette réforme, eh bien, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut la mettre en application au moins sur ce point. Absolument, et jusqu'au bout. Et jusqu'au bout. Donc voilà, alors au moins sur ce point, eh bien, il y a accord entre vous. Merci beaucoup Yosha Mishav et Raphaël Hamzalak d'avoir été avec nous, d'avoir enclencher peut-être un peu de dialogue, d'avoir peut-être trouvé quelques petits dénominateurs communs entre les deux courants deux des courants majeurs de la société israélienne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom, Yosh, Shabbat Shalom, Raphaël. Shabbat Shalom, à bientôt.